Donc on va voir maintenant cette notion de décollement. Donc le décollement pour les failles inverses, finalement c'est la même chose que pour les failles normales, hein. C'est le même terme, c'est le même objet. La notion de faille inverse, faille normale n'a pas trop de sens finalement pour un décollement, mais peu importe. Donc comment ça fonctionne? On l'a déjà vu, il faut que vous ayez une couche mécaniquement faible, un contraste rhéologique important. Et cette couche mécaniquement faible va localiser la déformation et va permettre le décollement, le détachement d'une partie supérieure, de couches supérieures par rapport à des couches inférieures. Et donc on va faire des plis, des failles dans la partie supérieure, alors que la partie inférieure reste mécaniquement euh, stable et donc pas déformée. Alors, un peu de géologie française, une couche qui est mécaniquement faible en France, une des principales couches, si ce n'est la principale couche, eh bien c'est le Trias. Pourquoi? Eh bien, c'est illustré par cette diapositive. Vous avez une reconstruction paléogéographique à droite, avec la localisation de la France qui est dans le cercle rouge. Et vous voyez que la France, à ce moment-là, était localisée à l'ouest d'un grand océan qui est l'océan Thétis. On retrouve cette localisation sur le petit globe que vous avez en bas de ce cercle rouge avec, je vais entourer l'océan Thétis. Voilà, et donc la zone qui nous intéresse se trouve ici, donc à l'extrémité ouest de l'océan Thétis. La conséquence de ça, c'est que suivant l'évolution du niveau marin, vous aviez régulièrement des incursions marines qui généraient donc des mers peu profondes, abritées avec un certain nombre de reliefs autour, favorables donc à une évaporation importante. Donc c'est un peu le schéma que vous avez à gauche là. Vous avez en haut donc une mer qui est peu profonde et qui est située entre deux reliefs et qui est donc favorable à l'évaporation. Et qui dit évaporation dit précipitation de sel. Et en bas, c'est une photo d'un cas naturel actuel avec, vous avez dans la zone en rouge là, le dépôt important de sel lié à des incursions marines depuis l'océan vers cette zone peu profonde. Donc le Trias est marqué par d'épaisses couches de sel et le sel, en particulier le gypse, c'est riche en eau. C'est un minéral blanchâtre, souvent fibreux et qui raye l'ongle. Ça, c'est un des critères principaux qui permet de le reconnaître. Et donc, ce minéral blanchâtre, très riche en eau, va permettre à l'ensemble de la couche de se déformer très plastiquement, très ductilement. Et c'est pour ça qu'on parle d'une couche savon. Donc, le Trias, d'une manière générale en France, en particulier dans les zones orogéniques, Pyrénées, Alpes, va jouer ce rôle de couche savon, de couche sur laquelle les failles, les niveaux de décollement vont venir se former, s'enraciner. Pour preuve, voilà un affleurement de Trias qu'on observe dans les Corbières. Certains d'entre vous qui iront en stage Corbière auront l'occasion probablement d'aller voir cet affleurement. On y voit des argilites rouges associés à des niveaux de gypse blanc. Et je ne sais pas si vous arrivez à remarquer, mais il y a une déformation qui est très intense avec plein de microplis dans tous les sens, des orientations qui sont très différentes les unes des autres. J'essaye de vous souligner un peu l'ensemble des déformations. Donc, en gros, si vous prenez un morceau de pâte à modeler et que vous le malaxez dans tous les sens, vous allez arriver à ce genre de géométrie. Donc le Trias, riche en sel, riche en gypse, riche en eau, est une couche qui est plastiquement très déformable et qui va faire une espèce de couche savon, couche pâte à modeler, dans lequel on va localiser les failles et en particulier les niveaux de décollement. Alors, outre l'intérêt géologique en termes d'ingénierie, le gypse a aussi un intérêt industriel important. Il est utilisé dans la fabrication des plates, dans l'industrie cimentière, l'ion pour former de l'anhydrite, il est utilisé dans l'industrie chimique, c'est un engrais pour l'agriculture, c'est utilisé également le sel, vous le savez, pour la nourriture, donc industrie alimentaire, pharmacie, pour la décoration, l'urbanisme, etc.
Donc c'est un matériel important en ingénierie et en industrie, et matériel qui en France est relativement abondant du fait de la présence de cette couche de trias, couche savon. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail des styles de la déformation associés au décollement, donc c'est illustré par ce schéma. Vous avez en haut un état initial d'une couche qui repose, de deux couches grises et roses qui reposent sur un niveau mécaniquement faible qui va correspondre au niveau de décollement. Et suite à la compression, eh bien, on va appliquer une déformation dans la partie supérieure, au-dessus de la couche savon, au-dessus du niveau de décollement. Déformation qui peut avoir plusieurs styles. Ça peut être une perte de volume par formation de fractures, dissolution, expulsion de fluide, par exemple, avec du matériel dissous. Et puis, vous pouvez avoir aussi un cisaillement pur, hein, dans le cas où vous conservez un volume, donc c'est la partie inférieure. Vous allez avoir soit un cisaillement pur, je ne reviens pas sur ce terme de cisaillement pur, c'est quelque chose que vous avez dû voir normalement avec Monsieur Bourlange, soit présence de déformation ductile, formation de plis, et ou déformation fragile, formation de faille. Sachant que les deux peuvent être associés, les trois peuvent être associés, voire même les quatre. Donc on peut avoir une perte de volume, on peut avoir du cisaillement pur, et on peut avoir de la déformation ductile et de la déformation fragile en même temps. Sachant que dans les régions qui vont nous intéresser, en particulier en France, dans les régions montagneuses, dans les régions extérieures des chaînes de montagne, où on a souvent des niveaux de décollement, on va principalement avoir des déformations ductiles associées à des déformations fragiles, former des plis associés à des failles. C'est des choses qu'on va voir dans la suite du cours. On va voir maintenant d'autres types de géométries qui sont associées aux failles inverses et qui reprennent cette notion de niveau de décollement et de niveau mécaniquement faible. C'est ce qu'on appelle les rampes, les imbrications et les duplex. Donc si on prend une série de couches de lithologie différentes, par exemple des alternances entre des calcaires ici en bleu et des marnes en noir, avec une couche qui est mécaniquement très faible, constituée principalement d'argile et de gypse, par exemple le Trias qu'on a en France, on peut localiser la déformation dans différentes couches. Tout d'abord dans la couche mécaniquement la plus faible, mais également dans les niveaux marneux, qui sont des couches également mécaniquement plus faibles. Et dans ce cas-là, on va développer ce qu'on appelle des séries de plats, des niveaux de décollement, et de rampes, qui sont des failles qui permettent le transfert entre différents niveaux de plats. Donc, ces failles qui permettent le transfert entre les différents niveaux de décollement, qu'on appelle plats, eh bien, ce sont les rampes. Donc, dans le cas présent, si je vous prends les différents objets qu'on a, on a plusieurs niveaux de décollement qu'on appelle aussi plats, qui alternent avec des rampes qui sont des failles inclinées qui permettent le relais entre ces niveaux plats. On a une zone de décollement principale à la base, mais on voit qu'on peut faire évoluer cette zone de décollement principale vers la surface avec des séries de plats et de rampes. Donc ça, c'était vu en 2 dimensions. En 3 dimensions, on va complexifier un peu le vocabulaire. On va parler de rampe frontale, rampe oblique ou rampe latérale. C'est illustré par ce schéma. Sur ce schéma, vous avez un empilement de couches noires et blanches qui reposent sur un niveau mécaniquement faible, et en dessous des couches vertes-grises qui sont mécaniquement plus compétentes. Donc on va localiser la déformation au niveau d'un niveau de décollement et dans la partie supérieure, et on va faire un premier plat, une rampe et un deuxième plat. Donc en fait cette rampe elle est un peu plus complexe géométriquement, vous le voyez, si on enlève la partie supérieure, eh bien on distingue plusieurs types de rampes. Vous avez tout d'abord les rampes frontales, dont l'orientation, la direction est perpendiculaire à la direction de transport de votre partie supérieure, la direction de transport étant marquée par les flèches ici. Vous avez également les rampes obliques, que je vais souligner en bleu. Donc les rampes obliques, elles, sont obliques par rapport à la direction de transport. Et enfin, en jaune, vous avez les rampes latérales qui, elles, sont parallèles à la direction de transport. Alors attention, on parle de rampes
latéral, je vous le présente dans le cours sur les failles inverses. Mais vous voyez que c'est un objet qui est vertical avec un mouvement horizontal, donc il s'agit en fait d'un décrochement. Mais on appelle ça aussi rampe latérale dans le sens où c'est associé à des systèmes de failles de décollement et de rampe. Donc rampe oblique, rampe latérale et rampe frontale. Outre ces notions de rampe, on a également des processus d'imbrication. Alors les imbrications, eh bien, c'est un empilement de systèmes chevauchant les uns sur les autres. Et on va distinguer deux styles d'empilement, deux styles d'imbrication. On parle de séries d'empilement en séquence ou hors séquence. Alors c'est illustré par deux petites animations que vous avez en haut de cette diapositive. Concentrons-nous d'abord sur les séries en séquence. Si vous regardez bien, vous avez trois séries de chevauchements qui s'imbriquent les unes sur les autres. Et dans la série en séquence, donc avec une direction de transport qui est vers la droite de votre diapositive, et donc dans la série en séquence, les nouvelles failles se créent toujours devant la précédente, dans le sens de transport, dans le sens de l'avergence. Pour ce qui est d'une série hors séquence, c'est l'inverse. Vous avez toujours trois empilements de failles de chevauchement les unes sur les autres, mais la nouvelle faille qui se crée se fait à l'arrière de la précédente. Donc en arrière, dans le sens opposé à la direction de transport, à l'avergence. Donc en séquence, c'est devant, les failles se créent vers l'avant et toujours dans la direction de transport. Et la série, l'imbrication hors séquence, les failles se font à l'arrière et de manière opposée, se génèrent les unes les autres de manière opposée à la direction de transport. Donc ce processus d'imbrication, il est illustré également par la petite vidéo que vous avez en bas, qui est un modèle en tas de sable. Donc c'est un tas de sable avec différentes couches qu'on a posées sur un espèce de tapis roulant avec une butée à l'arrière et on fait avancer le tapis roulant. Donc c'est comme si vous vouliez, vous aviez un bulldozer qui comprime le tas de sable. Et ce tas de sable, eh bien, on voit très bien des séries de failles qui se créent. Je vais essayer de les souligner en rouge, en jaune plutôt, voilà. Et des séries d'imbrication. Et on voit toujours que la nouvelle faille se crée devant. Donc là, on a une série qui est en séquence plutôt, donc avec les nouvelles failles qui se créent toujours devant les précédentes. Alors, outre ces notions d'imbrication, on a des imbrications qui peuvent se faire entre deux niveaux de décollement, et c'est ce qu'on appelle un duplex. Donc un duplex, par définition, si on regarde ce qui est donné dans le dictionnaire de géologie de Foucault et Raoult, c'est un ensemble d'écailles tectoniques imbriquées, compris entre deux contacts anormaux majeurs de décollement. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'il faut que vous ayez d'abord un premier décollement qui se crée, une première imbrication, et puis au cœur entre ces deux niveaux de décollement, vous allez empiler des écailles les unes sur les autres. Donc c'est illustré par l'animation que vous avez en haut à droite. Vous avez un premier, donc la couche grise qui a fait un premier chevauchement, première série de plats et de rampes. Et puis entre cette couche grise et puis la série de couches noires et blanches, vous avez une série d'écailles qui viennent se mettre en place et on forme ce qu'on appelle un duplex. C'est illustré également par la petite vidéo en bas. Toujours un tas de sable que l'on met sur une butée avec un tapis roulant dessous et donc ça modélise une compression. Et vous voyez que dans le cercle rouge là, vous formez une série d'écailles, une série d'imbrications qui sont à l'intérieur, situées entre deux niveaux de décollement déjà préexistants. On fait à l'avant des séries d'écailles d'imbrication qui sont en séquence. Voilà, on a un premier niveau de décollement qui s'est créé ici, un deuxième à la base, et ici, on crée un certain nombre d'écailles entre ces deux niveaux de décollement. Donc on crée ce qu'on appelle un duplex.
Alors je rappelle que j'ai mis une petite explication sur le forum suite à des questions par rapport à la chronologie de mise en place de ces duplex. Donc il y a une ou deux questions dans le quiz qui fait référence à ces duplex et quelle est la chronologie de mise en place des différentes écailles. Je vous invite à aller voir la réponse que j'ai faite sur le forum et les explications associées. Alors des exemples de duplex, là on avait des animations et des modèles analogiques en tas de sable. Eh bien voici quelques photos. En haut à gauche, une très belle photo de terrain réalisée par ma collègue Marie Ford, qui est directrice de notre laboratoire au CRPG. Donc on voit bien les séries d'écailles que je souligne ici en rouge, qui sont situées entre deux grands niveaux de décollement, au-dessus et en dessous. De la même manière, sur la photo que j'ai prise ici à droite, dans les corbières, on a de la même manière des séries, des couches, vous voyez, qui sont plissées, avec des niveaux de décollement au-dessus et en dessous. Donc dans les deux cas, on a la présence du duplex. La photo à droite, c'est ce qu'on appelle, c'est une petite structure à la base du duplex de la Cagalière qui se trouve juste au-dessus de la Grasse et qui sera étudiée par certains d'entre vous en stage carto dans les Corbières.